Je vais vous parler de climat. Je vais essayer déjà de restituer tout l'arrière-plan historique de cette affaire. Vous allez voir, il y a 2 siècles au moins derrière nous. J'essaierai après de vous indiquer ce qu'on sait moins bien, ce qu'on ne sait pas, ce à quoi on peut s'attendre. Et puis, je finirai évidemment avec cette histoire de COP21, de conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Nous terminerons là-dessus. Alors, l'enjeu climatique ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous faire un petit rappel historique, même si le changement climatique qu'on redoutait alors n'a rien à voir avec celui qu'on redoute aujourd'hui. Mais au début du 19e siècle, on a atteint dans l'hémisphère nord un degré de déforestation extrêmement important, y compris en Europe. On va atteindre vers la fin du 19e le plus haut degré pratiquement de déforestation en Europe. Ça va être à peu près le cas vers le milieu du 19e aux États-Unis. Lorsque les colons anglais arrivent en Amérique du Nord, le continent est pratiquement couvert de forêts. Et déjà, vers le début du 19e, il reste très, très peu de forêt. Et on avait fait l'expérience que lorsqu'on déforeste, eh bien, on supprime une part de la biomasse, donc on supprime une grande part de l'humidité, si vous voulez, captée par les végétaux, et on avait constaté qu'on asséchait le climat, ce faisant. Et donc, au début du 19e siècle, on a eu peur d'un changement climatique général, d'un assèchement général du climat dû à la déforestation. Cela dit, ce que l'on redoute aujourd'hui n'a rien à voir avec ça, et vous allez voir, ni dans l'ampleur, ni dans les conséquences. Et la généalogie de cette affaire est très différente. On peut se reporter au XVIIIe siècle avec le grand savant genevois, étant franco-suisse, je n'allais quand même pas ne pas vous parler de lui, Horace Bénédict de Saussure. Lui s'était posé une question toute bête. Comment se fait-il que lorsqu'on monte sur les montagnes, et lui qui habitait à Genève, évidemment, il voyait de chez lui le Mont Blanc, comment se fait-il que lorsqu'on, et il est le premier à l'avoir gravi avec Balma, mais comment se fait-il lorsqu'on monte sur les montagnes, alors qu'on normalement on se rapproche du soleil, il fait plus froid? Question qui n'était pas idiote. Et donc, il y aura à peu près 60-70 ans de recherche pour qu'on arrive vraiment à stabiliser la réponse à ce sujet, et c'est effectivement dû aux gaz qui sont dans les basses couches de l'atmosphère. Alors lui-même, avec sa petite machine, avec une petite boîte en bois et différentes vitres, il avait montré effectivement que ce qu'on appelle l'effet de serre, et que ça piégeait la chaleur. Et on va s'apercevoir effectivement qu'un certain nombre de gaz, qui, Dieu merci pour nous, sont naturellement dans les basses couches de l'atmosphère, eh bien, on piège, si vous voulez, le rayonnement infrarouge que la Terre restitue par rapport au rayonnement solaire, et c'est ce qui fait que grâce à ces gaz, eh bien, la température moyenne était au XIXe siècle de plus 15 degrés à la surface de la Terre. Donc il y a un effet de serre naturel sans lequel nous aurions une température moyenne de moins 18 degrés. On ne serait pas dans cette salle pour parler de climat. Il n'y aurait pas d'être humain et en fait pas de vie sur Terre. Alors, Horace Bénédict de Saussure est le premier à s'être posé cette excellente question. Il y a toute une généalogie avec pas mal de figures françaises de la science, mais celui qui va stabiliser nos connaissances et qui va établir de façon définitive quels sont ces gaz, quelles sont leurs propriétés, eh bien c'est un savant irlandais qui était aussi alpiniste, qui s'appelle Tyndall. Et là, on est grosso modo en 1860. Là, on a compris comment fonctionne l'effet de serre naturel. Ça, c'est une chose vraiment importante. On ne fait aucune relation avec les activités humaines. Le premier à faire une relation avec les activités humaines, c'est un autre savant, un Suédois, Arrhenius, fin du 19e, mais surtout début du 20e. Lui va même calculer l'augmentation possible de la température moyenne sur Terre qui serait due à la consommation d'énergie fossile humaine. Alors attention, début du XXe siècle,
on a déjà commencé à faire augmenter, il ne sait pas encore, mais enfin, sans doute justement, mais il ne sait pas le mesurer. On a commencé déjà à faire un peu augmenter la concentration notamment de CO2, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais par rapport à ce qu'on émet aujourd'hui et ce qu'on émet, disons, depuis les années 50, avec un crescendo très intensif, c'était peanuts. Donc lui, il s'attendait à un changement très progressif, avec une augmentation au bout du compte de 4,5 degrés, mais à l'horizon de milliers d'années. Grosso modo 5000 ans. Donc on était, si vous voulez, ce qu'il attendait, c'était quelque chose, un mouvement qu'on aurait suscité, mais qui aurait une vitesse, un rythme vraiment géologique. Et comme il était suédois et comme il pouvait craindre la survenue du prochain âge glaciaire, pour lui, ce changement qu'il prévoyait, c'était une excellente chose. Et évidemment, il pensait que c'est ce qui éviterait peut-être à la Suède de se retrouver, par exemple à Stockholm, de se retrouver sous 3 km de glace. Ce qui effectivement, ce qui arriverait si le prochain âge glaciaire devait survenir. Ce qu'il pensait. On sait maintenant qu'il y a tous les 400 000 ans un interglaciaire qui est beaucoup plus long que 20 000 ans, celui dans lequel nous sommes. Et malheureusement, c'est aussi ce qui va nous arriver. Nous sommes dans un interglaciaire beaucoup plus long. Mais ça, c'est des choses qu'on a découvertes après. Alors, le moment où on commence, si vous voulez, la première petite alerte, c'est un rapport rendu au président des États-Unis au milieu des années 60, où il y a un aspect sur le climat. Et là, vous avez Roger Revelle, qui avait été le maître d'Al Gore, grand spécialiste des océans et du cycle du carbone, et le premier à tirer un signal d'alarme, mais de façon quand même un peu molle, si vous voulez. On imaginait qu'on avait encore beaucoup de temps devant nous. Juin 72, vous avez la première conférence sur l'environnement, le premier sommet sur l'homme et l'environnement à Stockholm. Eh bien, Nous n'avons qu'une terre, le rapport qui va préparer cette conférence, vous avez déjà un chapitre, un demi-chapitre exactement, qui est consacré à la question de l'effet de serre. Alors, cela dit, c'est qu'à partir du début des années 70 qu'on va vraiment déployer des efforts de connaissance. Tout au début des années 70, vous avez déjà 2 modèles qui essaient de modéliser le climat et son devenir. La date capitale, c'est 1985, dans une petite ville, toute petite, autrichienne, Villars, parce que c'est là qu'a lieu une grande conférence scientifique. Et c'est à partir de cette conférence que se dégage le consensus dans la communauté des scientifiques du climat de la dangerosité de ce à quoi nous procédons, à savoir une accumulation, je vais revenir, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et pourquoi? Eh bien, si vous voulez le savoir, vous pouvez aller voir le magnifique film de Luc Jacquet avec Claude Lorius comme héros, La glace et le ciel, parce que c'est effectivement notamment ces travaux qui ont permis, à l'époque sur 160 000 ans, maintenant on sait le faire au moins sur 800 000 ans, qui ont montré le parallélisme strict entre la variation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, en analysant les bulles d'air, qui sont des bulles fossiles coincées dans les couches très profondes des glaciers de l'Antarctique, eh bien, on a pu analyser, si vous voulez, ce parallélisme entre la variation de la concentration atmosphérique de CO2 et la température moyenne sur Terre. D'où, 3 ans après, est fondé, notamment par l'OMM, par l'ONU, et puis par le PNUE, mais le GIEC, ce qu'on appelle le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une initiative mi-politique, mi-scientifique, qui aurait été impossible sans ce consensus dégagé à Villars. On a un organisme qui ne produit pas de recherche, attention, le GIEC ne produit pas de connaissances, mais le GIEC se donne pour mission de faire rédiger par les pairs, c'est-à-dire par les scientifiques du climat, notamment, il y a 3 rapports. Le premier concerne strictement les bases physiques du phénomène, donc les sciences du climat. Grosso modo, tous les 5 ans, on établit un rapport qui fait un état quant à l'évolution de nos connaissances sur le changement climatique. Chacun de ces rapports marque le franchissement d'une étape supplémentaire dans la prise de conscience, les certitudes que nous avons sur l'implication maintenant de nos activités humaines et sur les dangers qui se déploient déjà maintenant et qui vont évidemment s'accentuer et d'une manière non linéaire.
Donc 92, ça va assez vite en fait. 92, au moment de Rio, on signe cette fameuse convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Dans son article 2, il est dit que les États, les nations, si vous voulez, s'engagent à stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre pour ne pas conduire à un changement de la composition chimique de l'atmosphère qui devienne dangereuse, qui déstabilise le changement climatique. Alors comme souvent, les États signent, mais l'action ne suit pas, et depuis 92, et même avant bien sûr, nos gaz à effet de serre n'ont cessé d'augmenter. Ils augmentent même beaucoup plus depuis, si vous voulez, la fin des années 90 qu'ils n'augmentaient avant. De là, vous avez les fameuses conférences des parties à la Convention 4, je ne vais pas vous refaire la suite. Et là, nous en sommes à la 21e, alors j'y reviendrai à la fin, mais à chaque conférence, le gain le plus fondamental, c'est qu'on se congratule pour se dire « on se reverra à la prochaine conférence ». Bon, j'exagère un peu, on y reviendra, on n'est quand même pas exactement les fondamentaux. Alors, si vous voulez, entre-temps, on a multiplié nos moyens de connaissance. Vous avez partout des capteurs, des satellites, des ballons sondes. On accumule une masse d'informations extraordinaires sur le changement climatique qui est en cours. Et ça, c'est assez étonnant parce que cette accumulation de connaissances à laquelle on procède, et qui est évidemment, vous en doutez, tout à fait fondamentale, eh bien, elle décrit un phénomène que nos sens sont quasiment incapables de percevoir. Quand vous allez sortir ici, dans l'air ambiant, dans les rues de Paris, et c'est pareil même dans la campagne à 200 km, eh bien, il y a par exemple 400 ppm de dioxyde de carbone. C'est-à-dire que dans un volume d'air d'1 million de molécules, vous avez 400 molécules de dioxyde de carbone. Oh, 400, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la rigolade. Non, non, c'est pas de la rigolade. Si vous n'en aviez pas au moins à peu près 300, il ferait nettement plus froid. On aurait un âge glaciaire. Là, on descend de 5 degrés en moyenne. 5 degrés en moyenne, c'est énorme. Ça vous donne une grande partie de l'hémisphère nord. Alors, plus au nord, couvert de glace, puis ensuite, après, avec un sol gelé en permanence. 5 degrés de différent. Ça change complètement la physionomie de la biosphère. Donc 5 degrés de plus, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Il faut bien avoir ça en tête. Donc, mes sens ne me disent rien sur le changement de la composition chimique de l'atmosphère. Mes sens ne me disent rien sur la température moyenne. Je ne perçois pas une température moyenne. Souvenez-vous, en 2014, beaucoup de gens nous ont dit « Mais qu'est-ce que c'est leur histoire de changement climatique? On a un été pourri. Il n'y a pas de changement climatique. » N'importe quoi. 2014 avait été l'année la plus chaude. Manque de chance pour nous, 2015 sera encore plus chaude. En plus, il y a El Niño qui se rajoute en 2015. Il n'y avait pas en 2014. Et c'était la plus chaude. Jusqu'alors, jusqu'à 2015, jamais enregistrée. Ça, nos sens ne perçoivent pas de moyenne. On est livré à notre équipement sensoriel natif, si j'ose dire. Nous sommes ignares. On pourrait bien entendre que, il y a des vendanges qui sont plus précoces sous des contrées, 3 semaines, que les bouquetins, les chamois, et toujours ma Suisse, ont du mal à se reproduire, etc. Je ne ferai pas le lien entre tout ça. Il faut de la science pour le faire. Les sciences du climat. Alors maintenant, que sait-on? Je vous l'ai dit, ce qu'on sait en toute certitude, c'est que nous avons changé la composition chimique de l'atmosphère. Il y a 40% de CO2 en plus, 30% de protoxyde d'azote, il y a plus de 2,5 fois pratiquement de méthane en plus, parce qu'on a fait exploser la faune domestique. Donc on a changé la composition chimique de l'atmosphère. Ça, c'est la première chose. Mais alors, en quoi on sait que ce sont nous les hommes? Tout simplement parce que ces molécules dont on mesure la concentration depuis l'année 58, avec un observatoire à Mauna Loa, sachez que la composition chimique de l'atmosphère, elle est brassée en une journée. Donc, quel que soit l'endroit sur Terre, vous allez la mesurer, sauf si, évidemment, vous mettez juste au-dessus d'un peu d'échappement. Mais si vous faites un peu attention à la mesure, elle est homogène sur toute la Terre. Et elle croît régulièrement.
Autrefois, c'était 2 ppm, maintenant c'est pratiquement 3 ppm de plus par an. Ça va vraiment très vite. On sait aussi montrer, alors ça tout à fait expérimentalement, en quoi certains gaz, le premier d'ailleurs c'est la vapeur d'eau, c'est le plus important, mais on joue moins dessus que sur le CO2, eh bien que certains gaz, comme je vous le disais tout à l'heure, piègent le rayonnement infrarouge que la Terre restitue par rapport au rayonnement solaire qu'elle a reçu. Donc, ça fait partie aussi, si vous voulez, des certitudes. Maintenant, je vous disais qu'on sait très bien, à cause des isotopes, distinguer une molécule de dioxyde de carbone qui provient de la respiration animale ou une molécule qui va provenir d'une combustion. Alors non seulement on sait bien, mais si on regarde l'évolution du CO2 dans l'atmosphère et puis l'évolution de l'oxygène, ce sont 2 courbes inverses. Souvenez-vous de Lavoisier, c'est précisément ce qu'on appelle une combustion. Donc ça n'a vraiment rien d'étonnant. Alors, autre chose aussi, on a des modèles, maintenant on a à peu près une 50aine de familles de modèles, eh bien, qui modélisent le devenir du climat. Aucun de ces modèles n'est capable de produire le changement que l'on constate, alors de façon vraiment très importante, depuis la fin des années 70, eh bien, n'est capable de produire ce changement sans introduire, si vous voulez, la surconcentration des gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas que le CO2, mais c'est le plus important, la surconcentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si vous enlevez ce paramètre, le climat n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Et si vous regardez d'autres éléments, comme la variabilité, bien sûr, naturelle, on sait qu'il y a des cycles solaires, par exemple des cycles de 11 ans, début des années 2000, on avait un cycle avec une baisse de l'activité solaire. On ne l'a pas vu parce que c'était plus que compensé par justement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais par exemple, la variabilité solaire, c'est peanuts par rapport à la puissance de l'effet de serre. Donc ça, c'est des choses qu'on sait bien. On est assez calé là-dessus. On a une théorie générale satisfaisante. On a énormément de mesures et il y a des choses sur lesquelles on est relativement bien calé. Donc si vous voulez, sur le fait que ça ne peut que réchauffer, que ça va augmenter et que ça va avoir des effets gigantesques, on n'a pas de doute là-dessus. En revanche, maintenant, regardons les domaines où on a de plus grandes incertitudes. Eh bien, la première des grandes incertitudes, et c'est vraiment très gênant pour nous, c'est que on sait par exemple qu'un glacier qui s'alimente en deçà des 3500 mètres, c'est un glacier qui va disparaître dans une quinzaine d'années. Il n'y en aura plus. Il faut qu'il soit au-delà des 3500 mètres pour qu'effectivement, on ait vraiment une reformation continue de la glace qui fasse que le glacier ne disparaisse pas. En revanche, quand on regarde les grandes masses glaciaires, celles de l'Arctique avec le Groenland, celles de l'Antarctique, eh bien là, on ne sait pas modéliser. On ne sait pas exactement comment ces masses glaciaires vont évoluer. Donc du coup, dans un premier temps, la montée du niveau des mers, elle est plutôt due à la dilatation des eaux. Plus l'océan se réchauffe, il monte, parce qu'il se dilate. Mais là, on reste dans des proportions relativement basses. En revanche, avec la fonte des grandes masses glaciaires, là, on peut avoir une augmentation, alors évidemment, sur des siècles et des millénaires, une augmentation beaucoup plus importante. Mais ça, justement, ça fait vraiment partie des grosses incertitudes. On s'attend grosso modo, d'ici à la fin du siècle, à une augmentation d'1 mètre du niveau de la mer, ce qui est déjà gigantesque. Mais si tout le Groenland fondait, on serait à plus de 7 mètres. Si l'Antarctique commence à fondre, on doit rajouter plus de 60 mètres. Donc ça change complètement la physionomie. Mais là, encore une fois, on ne sait pas modéliser. On a un problème. Deuxième incertitude très importante, c'est qu'avec le réchauffement, eh bien, le pergélisol, c'est-à-dire le permafrost, la partie en surface gelée du sol dans les très hautes latitudes, eh bien, on sait que ça fond. Et sachez que quand on vous dit, par exemple, la température va augmenter en moyenne, par exemple, à la fin du siècle de 3 degrés, ça signifierait dans les zones tempérées qu'elle augmenterait de 6 degrés, mais ça signifierait dans les hautes latitudes qu'elle augmenterait de plus de 10 degrés. C'est un peu plus de 3 fois plus. Alors que sur les océans, évidemment, comme leur inertie est beaucoup plus grande, là, on serait en deçà de la moyenne planétaire. Donc ça, c'est un facteur qu'il faut bien avoir en tête. Donc du coup, là, il nous est très difficile d'avoir, si vous voulez, des prévisions un peu
fiable sur l'élévation du niveau des mers. Et de même, du fait, j'y reviens à cette fonte du permafrost, du pergélisol, lui a emmagasiné des quantités de CO2 et de méthane. Le méthane a un pouvoir de réchauffement global 24 fois ou 25, je crois, supérieur au CO2. Eh bien, il y a du méthane et du CO2 en masse gelé. On sait qu'une partie au moins va être libérée dans l'atmosphère. Là, de nouveaux travaux nous disent que ça ne devrait pas être très rapide. Bon, mais de toute façon, il y aura une augmentation un peu plus forte que celle qui correspondrait à nos efforts. Et là, on va y revenir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autre incertitude non négligeable, alors c'est tout ce qui concerne la modélisation régionale. Autant nos affaires sont relativement fiables de façon générale, encore on va y voir, il peut y avoir des difficultés, mais plus on essaie de prédire à une petite échelle territoriale, et moins on sait faire. Ça, c'est aussi une incertitude importante. Il y a une autre source d'incertitude, alors elle, qui est vraiment assez inquiétante, c'est que le changement climatique s'auto-alimente. Je m'explique. Par exemple, avec la fonte de la calotte estivale du haut pôle Nord, eh bien, l'albédo, c'est-à-dire la capacité qu'a la Terre de réfléchir, de renvoyer dans l'espace le rayonnement, elle-même s'affaiblit. Évidemment, quand c'est de la glace et quand c'est blanc, ça réfléchit. Quand vous avez de l'eau de mer sombre, ça absorbe la chaleur. Donc, plus la calotte estivale fond, plus les glaciers fondent, eh bien, plus l'effet de serre a tendance à s'emballer. Autre différence, plus vous avez de chaleur, plus vous avez d'évaporation, et plus vous avez donc de vapeur d'eau, et plus vous augmentez l'effet de serre anthropique. Autre chose, plus il fait chaud, moins les plantes captent et plus les sols relarguent du CO2. Et donc on a peur que si on atteint les plus 2 degrés, le système s'emballe. Et que quoi qu'on fasse, eh bien l'effet de serre suscité par les hommes, qui vient en plus de l'effet de serre naturel, s'emballe. Ça, c'est une très grosse incertitude. Et du coup, eh bien, on est aussi dans une physique de systèmes non linéaires. Et donc, dans des systèmes non linéaires, avec une causalité non linéaire, eh bien, les effets ne sont pas nécessairement proportionnés aux causes. Et donc, vous pouvez avoir de petites causes qui ont d'immenses effets parce qu'elles sont amplifiées par l'effet du système sur ces causes. Et donc, on pourrait avoir des points de basculement. Et ça, évidemment, un point de basculement, on ne le connaît que très rarement par avance. Donc voilà les incertitudes que nous avons sur ce sujet. Alors maintenant, quelles sont les conséquences directes du changement climatique? Elles sont au nombre de 4. La première, c'est une élévation de la température moyenne, j'insiste sur la moyenne, la température moyenne au sol. Alors, Dieu merci pour nous, c'est un tout petit pouillème, 3% maxi, de l'énergie qu'on piège à la surface de la Terre qui réchauffe l'atmosphère. L'essentiel réchauffe les océans. C'est pas drôle parce qu'il y a une inertie qui est beaucoup plus grande. Et une autre partie réchauffe les sols. Une petite partie seulement réchauffe l'atmosphère. On s'attend aussi, alors ça c'est déjà en cours, les 4 conséquences directes, elles sont en cours. La deuxième conséquence en cours, et là vous le voyez, c'est un changement du régime des pluies. Grosso modo, là où il pleuvait peu, il pleuvra moins, et là où il pleut déjà beaucoup, il pleuvra plus. Ça, c'est grosso modo. Alors, troisième conséquence directe, là aussi en cours, c'est l'élévation. Pour le moment, c'est 3 mm par an, c'est pas énorme, mais à la fin d'un siècle, ça fait déjà quand même pas mal, et puis on s'attend à ce que ça augmente. Et pas de façon linéaire, ça peut augmenter par franchissement de seuil, et en tout cas en s'intensifiant. Et donc là, on s'attend grosso modo, je vous ai dit grosso modo, avec toutes les incertitudes dont j'ai parlé, à une élévation du niveau des mers d'1 mètre. Alors c'est énorme comme effet, effet d'érosion, effet de salinisation des nappes phréatiques, etc. Et comme vous le savez, une grande partie de la population humaine est plutôt côtière. Et puis enfin, quatrième conséquence directe, c'est l'intensification des événements extrêmes. Vagues de chaleur, inondations, ouragans, tempêtes. Si je prends par exemple
pour vous donner quelques exemples, à Haiyan aux Philippines en 2013, à Pam au Vanuatu cette année, vous avez eu des rafales de vent qui ont dépassé les 370 km/h, qui ont atteint même 379 aux Philippines. Là, on est très proche du souffle d'une bombe. Il n'y a pas grand-chose qui résiste à des vents de plus de 370 km/h. Vagues de chaleur, prenons par exemple les sécheresses. Vous avez en ce moment une sécheresse en Afrique du Sud, vous avez on a eu la 4e sécheresse en Californie, 2007 Australie, 2010 Russie, 2003 Europe de l'Ouest. Depuis à peu près une dizaine d'années, il n'y a pratiquement pas une année qui se passe sans qu'on ait une vague de sécheresse et de chaleur qui réduisent dans une région au moins du monde très notablement le rendement des sols, notamment en matière céréalière. Ça peut aller jusqu'à 40% en moins. Par exemple, dernier rapport de la Banque mondiale signé par un très bon économiste français, Stéphane Algat, la raison pour laquelle beaucoup de paysans indiens retombent aujourd'hui dans la pauvreté, c'est les aléas climatiques. Depuis 1985, l'augmentation mondiale de céréales croît moins vite que la démographie mondiale. Donc le changement climatique, c'est pas on va à la piscine plus souvent. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Alors, j'en arrive justement aux conséquences directes. Je viens d'en aborder une. L'agriculture. Évidemment, augmentation des pathogènes, des maladies. Vous avez les tiques qui remontent, la dengue, la malaria, tout ça qui remonte, etc. Vous connaissez tout ça. Conséquences financières. Alors, un Katrina, ça enrichit les réassureurs, je vous le dis tout de suite. Mais des Katrina en série, ça appauvrit tout le monde, même les réassureurs. Les guerres, la Syrie, difficile. Vous n'avez jamais dans l'histoire humaine, vous n'avez jamais l'environnement qui à lui tout seul explique un problème. On a toujours affaire à une pluralité de causes. Alors évidemment, sauf quand Kiribati, les Maldives, Vanuatu, Tuvalu vont disparaître. Là, c'est submergé, et c'est pas quand ça sera submergé le problème, c'est avant. C'est-à-dire quand vous avez, si vous voulez, des marées plus élevées, une tempête, etc., ça peut ravager l'île alors que les habitants y sont encore. Bon, là, c'est sûr que cette fois-ci, on sera dans un truc absolument exceptionnel, on aura une cause expliquée par un seul phénomène environnemental, mais c'est le seul qu'on connaît. Prenez en revanche la Syrie, prenez ces fous de Boko Haram, très difficile de ne pas mettre en relation, mais ce n'est qu'un des facteurs, sécheresse très importante en Syrie depuis 2011. Alors pensez à ces abrutis de Daesh qui sont en train de freiner le processus de négociation climatique. Dans 20 ans, ils vont crever de faim. Ils vont mourir par ce qui était la cause du mal, le pétrole. Pas de Daesh sans pétrole. Ils dégoulinent d'or noir, ces gens. Et donc, ils vont crever par là où ils ont occasionné le mal. La Syrie, c'est déjà un facteur important. Boko Haram, la déstabilisation de certains pays de l'Afrique. Évidemment, les conséquences du changement climatique sont déjà une cause. Mais évidemment, ce n'est pas en lisant le Coran qu'on va comprendre ça. Alors, je n'ai rien contre la lecture du Coran, sauf certaines lectures. Mais, donc, voilà, ça touche beaucoup de choses dans les conséquences indirectes. Et puis, il faut bien voir que tout ça arrive dans un contexte général qui est très différent. On parle beaucoup d'érosion de la biodiversité, c'est vraiment très important. Mais avant même l'érosion de la biodiversité, il faut que vous compreniez qu'on a fait fondre le vivant sur Terre. Je dis bien fondre. Entre 1970 et 2010, c'est la moitié des mammifères, la moitié des oiseaux, la moitié des poissons, la moitié des amphibiens, la moitié des reptiliens qui ont disparu. Bravo l'humanité. On est très fort. On ne tue pas simplement que d'autres hommes. On tue tout ce qui vit. Et je vous rassure, les insectes ne vont pas beaucoup mieux. Et ça, c'est un des rares indicateurs qu'on peut avoir chacun de nous. Souvenez-vous de nos pare-brises, les pare-brises des voitures, il y a 20 ans.
ils étaient maculés d'insectes après un parcours de 150 à 200 km dans notre pays. Aujourd'hui, faites le même parcours en été, fût-ce de nuit, quelques moustiques suicidaires ou quelques abeilles désorientées par les néonicotinoïdes. C'est tout ce que vous allez trouver. Ça devrait nous inquiéter énormément. Le rythme de disparition des espèces, si on prend les mammifères, dans l'histoire de la Terre, vous prenez 2 référentiels, 10 000 espèces sur un siècle. En gros, c'est 2 espèces sur 10 000 qui disparaissent en un siècle pour les mammifères. On en est au moins à 100. Selon certaines estimations, on approche les 500. Et puis, ça va continuer. On est cinglé. On détruit le vivant. Et puis d'aucuns vous disent « Ah, ça n'aura pas d'effet ». Évidemment. On est proche de Noël, c'est croire au Père Noël. Donc, le changement climatique atteint un système Terre qui est largement déjà affecté par nos activités. C'est comme lorsque la peste noire est arrivée dans la partie ouest de l'Europe en 1347-1349. On avait déjà eu le petit âge glaciaire avant, moins 1 degré. Le rendement des cultures avait chuté. Donc la peste noire est arrivée sur une humanité qui était très affaiblie. Du coup, à l'échelle du monde, en quelques années, c'est 1/3 de la population mondiale qui a disparu. C'est ça qui est inquiétant dans le changement climatique, c'est qu'il arrive sur une Terre largement éprouvée déjà, par ailleurs, sur d'autres plans, par les activités humaines. Et arrêtons de parler d'environnement. En tout cas, c'est qu'un aspect, si vous voulez. Par exemple, le changement climatique, ça va largement au-delà de l'environnement. La fonte qui a commencé de l'Inlandise, la masse glaciaire du Groenland, évidemment, elle change la masse du continent. Donc elle en change l'isostasie. Le continent remonte un petit peu. Et du coup, ça affecte la tectonique des plaques et ça affecte un peu les activités volcaniques. Donc en fait, on agit, la nature rétroagit, mais elle est quand même plus puissante que nous. Et donc du coup, avec nos âneries, on déclenche des forces gigantesques. On prétend les contrôler. C'est comme Daesh qui prétend qu'il va à 30 000 personnes vaincre 7 milliards d'humains. Ça s'appelle de la connerie. COP21. COP21, 195 pays, vous rajoutez un drôle de pays qui s'appelle l'Union européenne. C'est-à-dire les Européens sont représentés chacun individuellement et par leur union. Alors, on a fait un truc génial, c'est qu'on n'a pas voulu recommencer l'échec de Copenhague, on peut le comprendre. Et donc cette fois-ci, on s'est dit, chacun remet les engagements qu'il veut. Sympathique. Alors, effectivement, c'est bien ce qu'on a fait. Chacun remet les engagements qu'il veut. Bon, c'est assez poussif. On s'est donné comme objectif à Copenhague de ne pas dépasser une augmentation moyenne de 2 degrés. Alors, je vais vous dire pourquoi. Pour 2 raisons. La première raison, je vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Quand on dépasse les 2 degrés, on augmente très notablement le risque d'emballement du système. Vous vous en souvenez, je vous ai dit, le changement climatique s'auto-alimente. Plus il augmente, plus il s'auto-alimente et il peut s'emballer. Deuxième raison pour laquelle on ne devrait pas dépasser les 2 degrés, c'est tout simplement que si vous regardez grosso modo les 3 millions d'années qui nous ont précédés, vous avez vu où se sont succédés des périodes de 80 000 ans glaciaires, 20 000 ans interglaciaires, c'est la même biodiversité qui a migré durant ces millions d'années. Elle est adaptée à un tunnel de variation de température. Et en termes de température moyenne, durant toute cette période où les espèces ont migré, on n'a jamais connu une température en moyenne de plus de 2 degrés. Alors je vous dis tout de suite, les 2 degrés, on va les exploser. Alors vous allez me dire, oui, mais au moins il y a les petites bêtes, les petits arbres, les plantes qui seront, si c'est une moyenne, il y en a quand même qui étaient habitués à plus. Ah ouais, mais ça ne marche pas comme ça. On sait dans l'histoire de la Terre que quand on a une partie de la biodiversité qui s'effondre, le reste bascule. On appelle ça le basculement des écosystèmes. Alors, on ferait mieux de rester au plus près des 2 degrés. Maintenant, on sort des chiffres avec les engagements, les fameux UNDC que les pays remettent, on serait entre 2,7 et 3. Je ne sais pas comment ils calculent ça. Certains pays s'engagent sur un référentiel d'origine différent, certains à telle échéance, pas à d'autres, certains par point de PIB, certains absolument. C'est impossible de calculer. À la louche, peut-être on est autour des 3 degrés. Si on est sur la tendance, on est à beaucoup plus. On est à 4 au moins. Mais quand même,
on voit bien qu'on va quand même diminuer, je pense. Mais bon, les 2 degrés, je ne pense pas qu'on pourra les atteindre. Pour les atteindre, il faudrait, à partir de 2020, réduire nos émissions de 5% par an. Alors c'est un peu absurde parce que si vous voulez, on émet en gros 26 gigatonnes par an. On imagine qu'en 2030, on va en émettre 50 gigatonnes, excusez-moi, par an. On imagine qu'on va en émettre 70 en 2030. Il y a 26 gigatonnes qu'on pourrait réduire assez facilement. 6 en faisant des économies. C'est-à-dire que ça ne nous coûterait rien, ça nous rapporterait de l'argent. Et les autres à un coût assez faible. Alors pourquoi on ne le fait pas? L'animal humain est assez bizarre. Mais en tout cas, normalement, on devrait pouvoir le faire. Alors, donc, voilà pour ces fameux INDC. On sera très probablement au-delà des 2 degrés, mais quand même, on va faire des efforts pour essayer de s'en éloigner le moins possible. Je n'ai pas trop de doutes non plus là-dessus. Alors, là, évidemment, et John Kerry l'a redit encore la semaine qui vient de s'écouler, pas question d'accords contraignants globaux, même si la Chine maintenant commence à l'accepter. Important, parce que jusqu'à maintenant, elle se calait toujours sur les États-Unis. Ce qui devrait être contraignant, et c'est même pas sûr encore, c'est la manière dont on va mesurer les efforts de chacun. Ce qui n'est pas encore gagné, mais ça Hollande le voudrait aussi, mais on verra bien, ça serait, et ça c'est essentiel, si on perd là-dessus, là franchement on est très mal parti, c'est que les engagements des pays soient révisables systématiquement. Ça c'est pas gagné non plus. Grande importance la question du fonds vert, hein. On parle dans la Convention 4 sur le changement climatique de responsabilité commune et différenciée. C'est-à-dire que maintenant, à part les plus pauvres de la planète, n'oubliez jamais ça, une grande partie du genre humain contribue à ça. Mais bien sûr, les pays industriels sont les premiers à avoir contribué. Si je bloque mes émissions en 1980, à un pouillème près, la moitié du CO2 que vous trouviez alors dans l'atmosphère, c'était le fait de 2 pays seulement. L'Angleterre et les États-Unis. Donc, on a une responsabilité supérieure à d'autres, et en même temps, on contribue tous au phénomène. Donc voilà, ça c'est toute la question épineuse de la justice climatique. Donc, par rapport à ça, ce qu'on appelle le fonds, alors on dit fonds vert, maintenant il y a plein de fonds qui sont là-dedans, mais il faudrait au moins qu'il y ait 100 milliards par an donnés, j'insiste, aux pays les plus pauvres pour qu'ils puissent à la fois acquérir des équipements producteurs, entre guillemets, d'énergie qui ne soient pas de la production carbonée d'énergie. Et puis, il faudra aussi leur donner de l'argent pour s'adapter. L'adaptation aujourd'hui devient un enjeu gigantesque. Sans ça, ils n'accepteront jamais d'entrer dans le... Et ils ont raison. Donc, sans effort de solidarité internationale, pas de lutte contre le climat. Si vous croyez que les plus riches peuvent s'en tirer et laisser crever les pauvres, eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Soit on aide les pauvres, soit il y a de la justice et on s'en tire tous. Si on veut rester dans nos égoïsmes, comme les républicains américains qui sont aussi cinglés que Daesh, eh bien là, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est très important. Sans justice, pas de lutte véritable contre le changement climatique. Et puis ensuite, après, il y a la question du prix du carbone. Je ne sais même pas si on va en accepter le principe à Paris. C'est mal parti. On dit que ce sera la COP suivante, mais je vous ai dit, ils adorent se revoir. Alors, une des choses importantes, ce ne serait pas simplement un prix du carbone, mais c'est ce qu'on appelle un prix directeur. C'est-à-dire qu'on ne vous ferait pas payer en plus, mais on vous donnerait de l'argent si vous économisez, en créant une monnaie nouvelle assise sur le carbone. Et ça pourrait énormément booster les pays en voie de développement pour entrer dans la danse. Ça, on verra. Donc là aussi, du point de vue économique, il y a un jeu sur les instruments possibles. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. Donc voilà où nous en sommes, voilà le tableau général, et voilà l'enjeu de la COP 21 et l'enjeu des COP suivantes. Maintenant, n'oubliez jamais, et c'est bien le problème avec ces COP, c'est que plus on tarde, et plus les fenêtres de tir se referment. On a une toute petite fenêtre de tir
pour les 2 degrés, mais ça, j'y crois pas du tout. Mais dans quelques années, elle est définitivement refermée. Et maintenant, je terminerai là-dessus. Imaginons qu'on ait 3 degrés à la fin du siècle. Ce qui est malheureusement pas impossible. Eh bien, si on a 3 degrés à la fin du siècle, faites attention, comme il y a une grande inertie du système Terre, eh bien, ça veut dire que la puissance de réchauffement qu'on a déclenchée en changeant la composition, en ayant atteint un certain degré de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, n'a pas délivré tous ces effets. Vous auriez encore à la fin de ce siècle 2 degrés dans les tuyaux. Et ces 2 degrés dans les tuyaux, ils vont s'actualiser, devenir réels au cours du XXIe siècle. C'est-à-dire que si on avait 3 degrés à la fin de ce siècle, par rapport à 1880, on aurait 5 degrés de plus à compter du XXIe siècle, et écoutez-moi bien, à compter du XXIe siècle pour 5000 ans. Au moins. 5000 ans. Dans 5000 ans, vous aurez encore 25% du surcroît de gaz à effet de serre, en tout cas pour le CO2, qu'on aura introduit dans l'atmosphère. Dans 100 000 ans, vous aurez encore 7 degrés. On ne parlera plus de Daesh. Mais on continuera à parler de climat. Donc ne nous trompons pas sur les priorités, même si vous l'avez vu, il y a des liens entre les deux. Mais là, on est sur une priorité fondamentale pour le genre humain. Et les dégâts, ce n'est pas la fin du siècle. Je vous l'ai dit, vous les avez déjà aujourd'hui. Et de décennie en décennie, ils vont s'amplifier. Donc on ne peut pas dire la COP 21, je m'en fiche. Ça n'a pas de sens. Et ça sera ma conclusion. Et merci de votre attention.